Un jour, le président du Sénat français est arrivé au palais du Luxembourg, avec un passé de garagiste de province, sans bac, sans grandes écoles, sans réseau parisien. Imaginez la scène à l'envers. Sous les dorures du Sénat, ce même homme qui, 30 ans plus tôt, resserrait des boulons dans un petit garage de Loudun, les doigts noirs de cambouis, en se demandant comment il paierait la prochaine livraison d'essence. René Monory, c'est l'histoire de ce trajet improbable, tendu comme un fil entre une clé de 12 et le pouvoir d'État. Et pourtant, ce destin qui semble aujourd'hui écrit d'avance a failli basculer. Un soir de 1959, dans une salle des fêtes étouffante. À quelques minutes près, et face à un rival prêt à tout pour l'écraser, pour comprendre comment on en arrive là, il faut revenir loin en arrière, dans une France qui n'existe plus. Nous sommes le 6 juin 1923. Tandis que l'Europe pense encore les plaies de la Grande Guerre, dans la petite ville de Loudun, au nord de la Vienne, un enfant vient au monde. On l'appelle René. Il ne naît pas dans un hôtel particulier, ni dans une maison bourgeoise bourrée de livres. Il naît dans un environnement modeste, où l'on compte chaque sou, où l'horizon ce sont les champs, les routes poussiéreuses et les clochers qui sonnent toujours trop tôt le matin. Chez les Monory, on travaille. Pas de discours sur le destin, pas de grande théorie politique. On se lève, on se tait, on fait ce qu'il y a à faire. Loudun, à cette époque, c'est la France des marges. Une petite ville au bout des lignes de car, loin de Paris, loin du pouvoir, loin de tout. L'hiver, le vent siffle dans les rues étroites, les volets claquent, les silhouettes se pressent, col relevé entre l'église, l'école et l'épicerie. L'été, la poussière colle à la peau, les gamins jouent au foot sur des terrains vagues, rêvant d'un ailleurs qu'ils ne verront jamais. René est de ceux-là. Il regarde les rares voitures traverser la ville comme des météores. Le bruit des moteurs résonne en lui comme une promesse. Il y a une vie au-delà des haies de la Vienne, une vie qui va vite, qui avance, qui ne subit pas. À l'école, René n'est pas le petit prodige qu'on cite en exemple. Les grandes études, ce sera pour les autres. La France de l'entre-deux-guerres n'est pas tendre avec les enfants des milieux modestes. On lui répète que son avenir est tracé. Ouvrier, petit employé, peut-être un jour un petit commerce. Une fois, dans une salle de classe froide, où la craie crisse sur le tableau, l'instituteur demande à chacun ce qu'il voudrait faire plus tard. Les réponses tombent. Facteur, gendarme, cultivateur. Quand vient le tour de René, il hésite, rougit, puis lâche une phrase qui fait ricaner quelques camarades. Il voudrait travailler avec les machines. L'instituteur hausse un sourcil, lui lance un sourire condescendant et le message est clair. On ne rêve pas trop haut quand on est né dans un coin oublié comme Loudun. Mais le temps ne lui laissera de toute façon pas le loisir de rêver. René a 16 ans quand la Seconde Guerre mondiale éclate. Sur les routes, les colonnes de réfugiés, les uniformes, la peur. La grande histoire s'invite brutalement dans la petite ville. Pour un adolescent, ce n'est pas seulement une époque de danger, c'est aussi une période où les trajectoires se figent. Pas question d'aller au lycée prestigieux d'une grande ville. Les priorités, ce sont la survie, le travail, la débrouille. Très tôt, René entre comme apprenti dans un garage. Là, sous la tôle ondulée, dans l'odeur d'huile brûlée, il trouve son véritable terrain de jeu. Imaginez ce jeune homme courbé sur les moteurs, dans un pays occupé où l'essence manque, où l'on bricole des systèmes au gazogène, pour faire rouler des véhicules avec du bois. Ces journées commencent avant l'aube, se terminent à la nuit tombée. Ses mains se couvrent de coupures, de graisse, de cicatrices, mais dans ce chaos, quelque chose d'essentiel se construit. Un savoir-faire, une discipline et surtout une relation directe avec les gens. Au garage, tout le monde défile. L'agriculteur qui ne peut pas se passer de son camion, le notable pressé, le petit commerçant angoissé. René apprend à écouter, à rassurer, à expliquer. Sans le savoir, il s'entraîne déjà à ce qui fera de lui un homme politique à part. La capacité à parler à chacun dans sa langue, à transformer un problème technique en solution concrète. La guerre s'achève. La France veut se reconstruire, accélérer, rouler, transporter. Le pays, ruiné, rêve de modernité. Les voitures, encore rares, deviennent un symbole de liberté. René, lui, a déjà un pied dans ce monde en mouvement. Après les années d'apprentissage, il franchit le pas.
Il s'installe à son compte à Loudun. Le garage Monory n'est pas encore un empire. C'est d'abord un pari, un bâtiment simple, une enseigne modeste, quelques ponts élévateurs, un stock de pièces détachées, mais derrière ce décor banal se cache un esprit singulier. René n'est pas seulement un bon mécanicien, il a le sens des chiffres, des flux, des risques. Il gère ses stocks comme d'autres gèrent des budgets publics. Il calcule, il anticipe. Chaque facture impayée, chaque client en difficulté, c'est pour lui une mini-crise à résoudre. Et surtout, il observe sa ville. Loudun, au début des années 1950, ressemble à beaucoup de petites villes françaises, abîmées par la guerre, menacées par l'exode rural, prises en étau entre la modernisation des grandes métropoles et la lenteur des campagnes. Les jeunes partent, les commerces ferment. Le soir, en fermant le garage, René traverse des rues de plus en plus silencieuses. Il voit les vitrines vides, les maisons inoccupées. Il comprend que si rien ne change, Loudun va lentement s'éteindre. Cette angoisse-là, il ne la formule pas encore en termes politiques, mais elle s'installe, tenace, comme une douleur sourde. Pourtant, à cette époque, le pouvoir local semble inébranlable. À la mairie, un notable règne depuis des années, appelons-le le docteur L. Figure respectée, médecin de famille, costume sombre, poignée de main énergique. Il incarne cette génération de notables pour qui la politique est une affaire de cercle fermé, de tradition, de continuité. Il connaît tout le monde, il tient les réseaux, il préside les cérémonies, il distribue les subventions et les coups de fil. Aux yeux de beaucoup, c'est un homme sérieux, un pilier. Aux yeux de René, c'est surtout un homme qui ne voit pas que le monde change. C'est dans ce décor que la politique entre pour la première fois réellement dans la vie de René Monory. Pas par des grands discours, pas par un livre qui l'aurait bouleversé, mais par des conversations à bâtons rompus dans son garage. Un jour, un agriculteur arrive, épuisé, la mine sombre, son vieux camion rend l'âme, il n'a pas les moyens d'en acheter un autre. La banque refuse de lui faire crédit. Si son activité s'arrête, c'est toute sa famille qui plonge. René l'aide comme il peut, étale les paiements, trouve des solutions, mais cette scène se répète, avec d'autres visages, d'autres histoires. Et à chaque fois, une question le taraude. Pourquoi la ville n'essaie-t-elle pas d'attirer des entreprises, d'aider ses commerçants, de préparer l'avenir? Peu à peu, le garagiste devient un confident, presque un conseiller de l'ombre. On se met à lui demander son avis sur tout. La route à refaire, le marché à réorganiser, la manière de s'y prendre avec l'administration. On lui confie des colères, des frustrations, des rêves. À force d'entendre la même phrase, « De toute façon, à la mairie, il ne bouge pas », quelque chose bascule. Un soir, dans un café enfumé où l'on discute politique en lisant Ouest France et La Nouvelle République, un groupe d'amis, de commerçants, d'artisans, l'interpelle franchement. « René, c'est toi qui devrais y aller. Toi, au moins, tu comprends nos problèmes ?» La réaction de René est presque instinctive. Il refuse. Lui, élu, dans la ville du docteur L, la simple idée le fait sourire. Il n'a pas le costume, pas la particule, pas les études. Il n'a que ses mains abîmées, ses cahiers de comptes et une réputation d'homme sérieux. Mais autour de lui, les voix insistent. Le pays vient de changer de république, le général de Gaulle est revenu au pouvoir. La France cherche des repères nouveaux. Le discrédit des anciens partis, l'usure des notables, tout cela crée un vide. Et dans ce vide, certains commencent à voir en ce garagiste méthodique un profil différent. Quelqu'un qui ne vient pas de la politique, mais des réalités quotidiennes. Le vrai déclic se produit à l'occasion d'une réunion publique organisée en catastrophe. On est à la veille des municipales de 1959. Dans la salle communale, éclairée au néon, les chaises sont mal alignées, le micro grésille. L'objectif est simple, convaincre le garagiste de devenir candidat sur une liste d'opposition, voire de la mener. René se rend à cette réunion presque par politesse, persuadé qu'il repartira comme il est venu. Mais ce soir-là, un détail va tout changer. La présence inattendue du docteur L et le maire sortant, venu écouter ce que ces messieurs ont à dire. La tension monte dès l'ouverture de la séance. Quelques commerçants prennent la parole, dénoncent la lenteur de la mairie, l'absence de vision. Le docteur L se lève, indigné, rappelle son bilan, son dévouement, ses années de service. Puis il lâche en regardant René droit dans les yeux. « Et vous pensez vraiment qu'on peut confier une ville comme Loudun à un garagiste ?
La gestion d'une collectivité, ce n'est pas la comptabilité d'un petit garage. La phrase claque comme une gifle. Certains dans la salle approuvent, d'autres bronchent. René, lui, sent la colère monter. Tout à coup, ce qui était une discussion théorique devient un affront personnel. Il se lève, maladroit, pas préparé, la voix un peu tremblante. Ce n'est pas un tribun, c'est un homme qui parle comme il est. Il raconte ses clients qui peinent à boucler leur fin de mois, ses factures qu'il doit avancer, ses rendez-vous interminables avec l'administration pour obtenir le moindre papier. Il raconte la ville qui se vide, les jeunes qui partent à Tours, à Poitiers, à Paris. Puis il pose une question simple. Si un garagiste est capable de faire vivre son entreprise, de payer ses employés, de trouver des solutions tous les jours, pourquoi ne serait-il pas capable de faire vivre sa ville? Dans la salle, un silence. Quelqu'un applaudit, puis un autre, puis la salle entière. Sans l'avoir cherché, René vient de faire son entrée en politique, mais accepter de mener une liste face à un maire installé depuis des décennies, ce n'est pas un simple changement de vie, c'est une course contre la montre. Les élections sont proches. Il reste quelques semaines, pas plus, pour rassembler une équipe, bâtir un programme, convaincre des habitants qu'ils peuvent renverser. Un système en place depuis longtemps. Le jour, René continue de réparer des moteurs, de réceptionner des livraisons, de répondre au téléphone. La nuit, il écrit, il calcule, il rencontre. Des rendez-vous s'enchaînent dans l'arrière-salle d'un café, autour d'un café noir ou d'un verre de rouge. On cherche des noms pour figurer sur la liste. Un agriculteur respecté, une institutrice, un jeune artisan. Il faut faire vite, très vite. Parfois, le temps joue contre lui de manière cruelle. Un soir, alors qu'il pense avoir enfin bouclé sa liste, l'un de ses colistiers pressentis se désiste. Pression familiale, peur des représailles, promesse d'un logement social mieux placé si l'on reste du bon côté. La politique locale peut être brutale, même dans les petites villes. Chaque désistement est une blessure, mais aussi une leçon. René découvre que l'affrontement avec le docteur L ne sera pas seulement une bataille d'idées, mais un combat contre un système de loyauté, de peur et d'habitude. Et le compteur tourne, plus que quelques jours avant le dépôt officiel de la liste. Ce duel qui se dessine devient le cœur de sa vie. D'un côté, le notable expérimenté, qui contrôle les réseaux, qui promet la stabilité et la continuité. De l'autre, le garagiste, symbole d'une France qui change, qui croit à l'initiative privée, à la modernisation, à la rigueur budgétaire. La campagne se tend, des rumeurs circulent. Monory ne tiendra pas, il retournera à ses moteurs. C'est un caprice, il n'a aucune chance. Le docteur L multiplie les réunions, les poignées de main, les visites aux associations. Il suggère, sans le dire explicitement, qu'élire un homme sans expérience, ce serait jeter Loudun dans l'inconnu. Pourtant, quelque chose a déjà changé dans l'air de la ville. Les affiches de campagne du garagiste, imprimées sur un papier moins luxueux, se collent sur les murs, parfois arrachées, parfois recouvertes, mais toujours remplacées. Ces tracts, rédigés dans un langage simple, circulent de main en main, glissés entre deux pages d'un carnet de chèques, ou dans la poche d'une blouse de travail, on y lit des promesses concrètes, attirer des entreprises, améliorer les routes, soutenir les commerces. Pas de grandes envolées, mais des engagements chiffrés, presque comptables. C'est là sa force, transformer la politique en gestion rigoureuse, lisible, mesurable. Les jours avant le scrutin ressemblent à un compte à rebours fébrile. Le garage devient à la fois quartier général de campagne et atelier. On y voit des tracts posés à côté de carburateurs démontés, des listes électorales coincées sous des boîtes de pièces détachées. René saute d'un client à un rendez-vous politique, d'une négociation commerciale à une réunion de quartier. Il dort peu, mange sur le pouce, vit avec l'impression de courir après une horloge implacable. À chaque fois qu'il met la main dans un moteur, une autre image s'impose, celle de la ville elle-même, machine fatiguée, qu'il rêve de remettre en marche. Vient enfin le jour du vote. Dès l'ouverture des bureaux, la tension est palpable. Les visages se croisent, s'évitent parfois. Dans les isoloirs, les mains tremblent un peu. Un garagiste contre un docteur, un homme du peuple contre un notable, un outsider contre le système. Toute la journée, René fait le tour des bureaux, serre des mains, sourit, même quand l'angoisse lui tord l'estomac. Le soir, la salle de dépouillement se remplit, les bulletins glissent hors des enveloppes.
s'empilent sur la table. Chaque monerie, lu à voix haute, est comme un coup de tonnerre dans la ville. Chaque docteur L est comme un rappel brutal de la force de l'ordre établi. Les heures passent. Les piles de bulletins montent, presque à égalité. On recompte, on vérifie. Certains quartiers ont voté massivement pour le maire sortant, d'autres ont basculé vers le garagiste. Jusqu'au dernier instant, tout peut encore basculer. Dans un coin de la salle, René, le visage fermé, regarde les tas de papiers qui décident de son avenir. Ce soir-là, ce n'est pas seulement son destin personnel qui se joue, c'est la réponse à une question qui obsède la France de l'après. Guerre. Un homme venu du bas de l'échelle sociale peut-il vraiment prendre le pouvoir dans une ville tenue par les notables depuis toujours? Et au moment où le dernier bulletin est déplié, où les chiffres finaux se figent, René Monory comprend que plus rien ne sera comme avant. Dans la petite salle de dépouillement, au premier étage de la mairie, l'odeur de café refroidi se mêle à celle de la sueur et du papier humide. Sur la table, 2 piles grandissent, l'une à côté de l'autre, comme 2 colonnes vertigineuses. Docteur L. D'un côté, Monory, de l'autre. Quand le dernier bulletin est ouvert, le silence tombe d'un coup. On compte, on recompte, puis la phrase tombe, sèche, irréversible. René Monory l'emporte, de quelques voix à peine. 4 voix. 4 petits bouts de papier qui arrachent Loudun à l'ordre établi depuis des décennies et projettent un garagiste sans bac, sans réseau, sans pédigré, dans le fauteuil de maire. 4 voix entre une vie passée à régler des carburateurs et une vie passée à régler des budgets. Si 2 couples, ce dimanche-là, avaient décidé de rester au lit au lieu d'aller voter, l'histoire aurait été totalement différente. Dans le couloir, le docteur L serre la mâchoire, garde le sourire de circonstance, félicite le vainqueur. Mais son regard dit autre chose. Tu as gagné une bataille, garagiste, pas la guerre. René le sait. En sortant dans la nuit fraîche, face à la place encore éclairée, il ne ressent ni triomphe ni euphorie, mais un vertige. Cette ville qu'il traversait le soir pour rentrer chez lui, cette ville dont il comptait les vitrines éteintes, elle est désormais entre ses mains. Son temps à lui n'est plus celui des heures facturées au garage, c'est celui des mandats, des échéances électorales, des comptes à rendre. Il a 6 ans, pas un de plus, pour prouver qu'un homme comme lui peut gouverner autrement. 6 ans avant le prochain verdict des urnes. 6 ans pour transformer Loudun ou pour retourner, humilié, sous la tôle ondulée de son atelier. Dès les premiers jours, le contraste est brutal. Le matin, il continue encore quelque temps à passer au garage, à jeter un œil aux factures, à discuter vite fait avec ses employés. Mais très vite, l'agenda se remplit de rendez-vous à la chaîne. Réunions de commission, dossiers d'urbanisme, budgets à boucler. Sur son bureau de maire, les chemises cartonnées s'empilent. Voirie, école, finances, action sociale. Chaque dossier est une urgence déguisée en paperasse. Le téléphone sonne sans arrêt, un commerçant menacé de fermeture, un quartier qui réclame enfin l'assainissement, une route départementale en ruine. Loudun ressemble à une machine fatiguée dont toutes les pièces grincent en même temps. Le docteur L, lui, n'a pas disparu. Il siège désormais dans l'opposition municipale, entouré de ses fidèles. À chaque conseil, il scrute le nouveau maire, guette ses faux pas, il se permet des remarques piquantes, des sous-entendus sur son inexpérience. Un soir, alors qu'on discute du budget, il lâche devant l'Assemblée. Vous confondez, monsieur le maire, un budget communal et le cahier de compte d'un garage. Les partisans du docteur ricanent. René, lui, se raidit. Il sait que cette phrase-là ne restera pas à l'intérieur des murs de la salle du conseil. Dès le lendemain, on la répétera sur le marché, dans les cafés, chez le coiffeur. Il n'a pas le droit à l'erreur. La moindre faille financière, le moindre déficit, et on dira qu'un petit n'aurait jamais dû se mêler de grande gestion. Pourtant, c'est précisément là que Monory va frapper. Il prend le budget comme un moteur démonté, il cherche les fuites, les gaspillages, les habitudes coûteuses, il coupe, il rationalise, il renégocie. Certaines associations râlent, certains services grincent des dents, mais les colonnes commencent à s'équilibrer. Il impose une règle simple. Pas de promesses sans financement, pas de projet sans plan de retour sur investissement. Dans une France où tant de communes vivent déjà à crédit, ce maire venu de la comptabilité d'atelier refuse de maquiller les chiffres. Il sait que la prochaine campagne municipale se jouera sur une question brutale. A-t-il mis Loudun dans le mur ou sur la route?
En parallèle, il s'attaque à ce qui le hante depuis des années, l'agonie économique de la ville. Les chiffres sont implacables. Les jeunes partent, les commerces ferment, les fermes se mécanisent et emploient moins. Un soir, dans son bureau, il étale sur la table un plan de Loudun et de ses alentours. Il trace au crayon des cercles imaginaires. À tant de kilomètres, Poitiers, un peu plus loin, Tours, encore plus loin, Paris. Toutes ces villes aspirent les forces vives. Loudun n'est, pour beaucoup, qu'une étape sur une route nationale. Il lui faut un choc, une rupture. Quelque chose qui renverse le mouvement? L'idée prend forme autour d'une conversation avec un industriel rencontré presque par hasard. L'homme cherche un site pour implanter une usine. Plusieurs villes sont candidates. Toutes promettent des aides, des terrains, des facilités. Loudun n'est pas favorite. Trop petite, trop loin, trop peu équipée. Monory voit pourtant dans cette usine une bouée de sauvetage. Quelques centaines d'emplois, ce serait un séisme positif pour toute la région. Le compte à rebours s'enclenche. L'industriel a annoncé qu'il prendrait sa décision dans 3 mois. 3 mois pour prouver que Loudun peut être plus rapide, plus efficace, plus inventive que ses rivales. 3 mois pour empêcher que les camions de cette future usine ne roulent une fois de plus vers une autre ville. Le maire se transforme en VRP de son territoire. Il court la préfecture, harcèle les services de l'État, négocie le prix du terrain, promet des raccordements rapides en eau, en électricité, une route refaite. La nuit, il griffonne des schémas, des calculs. Le jour, il multiplie les coups de fil. Il va jusqu'à recevoir l'industriel dans son propre garage pour lui montrer que Loudun sait travailler avec ses mains, livrer à l'heure, tenir parole. Pendant ce temps, dans l'ombre, le docteur L et ses alliés distillent le doute. Vous verrez, il va tout brader, vendre la ville pour un mirage. Si ça rate, on paiera pendant 20 ans. Les semaines passent. Les journaux locaux murmurent qu'une grande décision se prépare. Les communes voisines, elles aussi candidates, se démènent. Dans l'une d'elles, le maire, un ami du docteur L. Promet monts et merveilles. Le duel ne se joue plus seulement sur un bulletin de vote, mais dans des couloirs de préfecture, des chiffres griffonnés sur des tables, de restaurants, des rapports techniques. Le jour de la décision, René sait que sa carrière politique peut s'arrêter net. Si Loudun perd cette usine, on dira qu'il a fait perdre sa ville à force de rêve. L'annonce arrive par un coup de téléphone en fin de journée. La voix, à l'autre bout du fil, est neutre, presque froide. Monsieur le maire, le conseil d'administration a tranché. Ce sera Loudun. René s'appuie au bord de son bureau, reste un instant sans parler. Dehors, les lumières de la place commencent à s'allumer. Il vient de gagner bien plus qu'une usine. Il vient de prouver, en moins de 3 ans, qu'un garagiste peut négocier, convaincre, arracher à des villes mieux armées un investissement majeur. Le choc est réel. Soudain, Loudun n'est plus la ville qu'on quitte, mais la ville où l'on vient travailler. Des familles arrivent, des maisons se remplissent, des commerces rouvrent. Dans les couloirs de la mairie, le ton change. On ne le traite plus comme un intrus, mais comme un homme qui obtient des résultats. À mesure que la ville se redresse, les regards se tournent vers lui au-delà des frontières communales. En 1961, il se présente au Conseil général de la Vienne. Là encore, face à lui, un sortant bien installé, un de ces élus départementaux qui cumulent les mandats depuis des lustres. On murmure qu'il est fou. Loudun a toujours été considéré comme un bastion de tel camp, qu'un maire technicien n'a aucune chance face au vieux système. Il gagne pourtant, encore une fois au terme d'une campagne serrée, faite de réunions dans des salles de classe glaciales, de poignées, de mains sur des parkings, de promesses concrètes plutôt que de grandes tirades. Le Conseil général, c'est un autre monde. Ici se décident les routes, les collèges, les aides aux communes. Ici se croisent notables ruraux, avocats, médecins, grands propriétaires. Dès sa première séance, René sent le regard pesant des anciens. On l'écoute avec politesse, mais on le tient à distance. On le surnomme, parfois à voix basse, le garagiste de Loudun. Dans l'hémicycle, un homme incarne ce vieux monde départemental. Un sénateur gaulliste, président influent de commission, fin manœuvrier, qui voit d'un très mauvais œil l'arrivée de ce libéral qui parle d'équilibre budgétaire et d'initiative privée, appelons-le le sénateur D. Entre les deux hommes, le courant ne passe pas.
Le sénateur D maîtrise l'art des alliances, des conversations feutrées dans les couloirs, des promesses glissées entre deux banquets. Monori, lui, continue d'appliquer ses recettes. Chiffres clairs, projets chiffrés, refus des dépenses gadgets. Très vite, les affrontements se multiplient, souvent sur un point explosif, la fiscalité. Quand René explique qu'il préfère réduire certaines subventions pour ne pas augmenter les impôts, le sénateur D l'accuse à mots couvert d'être l'homme du patronat dans un département encore très rural. Mais sur le terrain, les maires, les commerçants, les artisans reconnaissent en lui quelqu'un qui parle leur langue. En 1968, un nouveau palier se présente, les élections sénatoriales. Le mandat de D arrive à échéance, beaucoup pensent qu'il sera reconduit sans difficulté. Sa maîtrise du terrain, son réseau, son appartenance à la majorité gaulliste en font un favori naturel. Mais en coulisses, un mouvement souterrain prend forme. Des maires de petites communes, fatigués d'être traités comme des seconds rôles, se disent qu'un sénateur qui a été maire, conseiller, général, qui a négocié des usines et équilibré des budgets, ce serait peut-être autre chose qu'un professionnel de la politique. On vient voir Monori, on l'encourage à se lancer. Lui hésite. Le Sénat, c'est Paris, les commissions, la haute législation. C'est aussi le terrain du sénateur D, et qui ne laissera pas son fauteuil sans combat. La mécanique du scrutin sénatorial ajoute une tension particulière. Ce n'est pas le peuple qui vote, mais un collège de grands électeurs. Pour beaucoup des élus locaux qui, pour certains, doivent leur carrière au système D, chaque voix se gagne dans un face-à-face, un déjeuner, un déplacement dans une mairie isolée. Le compte à rebours est là aussi implacable. Quelques mois pour renverser un rapport de force forgé depuis 20 ans. René se lance. Il sillonne la Vienne, multiplie les visites, écoute les doléances, promet non pas des faveurs, mais une écoute et une défense ferme. Des intérêts locaux à Paris, le sénateur D riposte avec ses armes. Il rappelle les subventions obtenues, menace à demi-mot ceux qui songeraient à trahir leur camp. Agite le spectre d'un département marginalisé si l'on envoie à Paris un homme trop indépendant. Dans certains villages, les maires reçoivent 2 visites dans la même semaine, celle du sénateur sortant, cravate impeccable, et celle de Monori, souvent en retard parce qu'il vient de finir une réunion au Conseil général, les yeux rougis par la fatigue. L'un promet de continuer comme avant, l'autre parle de transformer une chambre haute parfois endormie en véritable vigie financière. La veille du scrutin, personne n'est capable de dire qui l'emportera. Les listes sont secrètes, les promesses ne valent que ce qu'elles valent dans la France des campagnes, où un repas partagé peut peser autant qu'un argument politique. Le jour venu, les grands électeurs se pressent dans la préfecture, les bulletins tombent dans l'urne, anonymes. Pour René, l'attente ressemble à celle de 1959, mais en plus cruelle encore. Cette fois-ci, il ne peut pas se réfugier dans son garage. Entre 2 tours de scrutin, il n'a pas de voitures à réparer pour calmer son angoisse. Il doit simplement attendre, entouré de ces mêmes notables qui, quelques années plus tôt, le prenaient de haut. Quand les résultats sont proclamés, la surprise est brutale. Le sénateur D est devancé. Monori est élu sénateur de la Vienne. Un frisson parcourt le département politique. Le baron gaulliste, qui se voyait déjà reconduit jusqu'à une retraite tranquille, vient de se faire battre par un ancien apprenti mécanicien. Dans certains salons, on parle de coup de tonnerre. À Paris, quelques responsables de parti notent son nom sur un bloc-notes, avec méfiance ou curiosité. Qui est ce provincial qui renverse les hiérarchies? L'arrivée de René Monori au palais du Luxembourg a quelque chose de presque irréel. Le jour où il franchit les grilles du Sénat, en costume sombre mal habitué à ses épaules, il ne peut s'empêcher de penser aux clés, anglaises qu'il tenait autrefois entre ses doigts, sous les plafonds peints, entourés de dorures, de lustres et de huissiers en gants blancs. Il marche un peu raide, comme s'il avait peur de salir le sol. Certains collègues le regardent de travers. Un sénateur chuchote à un autre. On nous envoie maintenant les maires de village comme représentants de la nation. Il entend, il mémorise. Et il décide de faire ce qu'il a toujours fait, travailler plus que les autres. Au Sénat, il se spécialise très vite dans ce que beaucoup trouvent rébarbatif. Les finances publiques, la fiscalité, la dette. Il épluche les projets de loi ligne par ligne, repère les incohérences, pose des questions précises.
Les commissions s'habituent à le voir arriver avec des pages de notes, des colonnes de chiffres tracées à la main. Son passé de garagiste devient un atout. Il aborde le budget de l'État comme une gigantesque feuille de compte, où chaque euro dépensé doit être justifié. Un jour, en séance, il démonte en quelques minutes une disposition fiscale mal ficelée, provoquant un malaise au banc du gouvernement. Les journalistes parlementaires, qui l'ignoraient jusque-là, notent son nom. On découvre alors un paradoxe. Cet homme venant des marges sociales est un des rares à comprendre intimement les rouages économiques. Pendant que sa stature nationale grandit, il n'abandonne pas la Vienne. En 1977, il prend la tête du Conseil général. Cette fois encore, le chemin n'est pas linéaire. Il affronte un système de baronnies, de fidélités anciennes, d'accords tacites, mais son image d'élu qui fait, plutôt que d'élu qui parle, finit par convaincre. En quelques années, il transforme le département en laboratoire, zone d'activité, politique volontariste pour les routes, attention, particulière au collège et à la formation. Loin des grands discours idéologiques, il applique sa méthode, anticiper, investir avec prudence, exiger des résultats. Cette montée en puissance ne passe pas inaperçue à Paris. La France traverse une période où l'économie inquiète, où l'inflation, le chômage, les déficits alimentent toutes les peurs. Au sommet de l'État, on cherche des profils capables de parler à la fois au marché et au territoire, aux patrons et aux maires de petites communes. Dans les couloirs de l'Élysée et de Matignon, le nom de Monory circule de plus en plus souvent. Certains se moquent. Nommer un garagiste ministre de l'économie, pourquoi pas un boulanger à la Défense? D'autres, plus lucides, voient l'intérêt d'un homme qui n'a pas été formé dans les mêmes moules que les grands hauts fonctionnaires. Le tournant se joue en 1977. Un remaniement gouvernemental se prépare, des ministres sont sur la sellette, la majorité cherche un souffle nouveau. René est à Loudun quand le téléphone sonne un matin. Au bout du fil, une voix qui ne laisse pas place au doute. On lui propose d'entrer au gouvernement comme ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Il a quelques heures pour donner sa réponse, quelques heures pour décider s'il quitte son garage, sa mairie, ses repères locaux, pour plonger dans la machine gouvernementale, avec ses dossiers brûlants, ses pièges médiatiques, ses rivalités internes. Quelques heures pour accepter ou refuser une proposition que des dizaines de carrières parisiennes rêvent d'obtenir et n'obtiendront jamais. Ce soir-là, dans sa maison de Loudun, le silence est étrange. Sur la table, les dossiers du Conseil général côtoient les pages de notes du Sénat. Il pense au garagiste qu'il était, aux nuits passées à resserrer des boulons, à la salle des fêtes étouffante de 1959, au regard méprisant du docteur L. Au sénateur débattu contre toute attente, accepté, c'est entrer dans une nouvelle arène, où ses adversaires ne seront plus seulement des notables locaux, mais des énarques, des technocrates, des patrons de grands groupes, des syndicats nationaux. Refuser, ce serait peut-être protéger son territoire, mais renoncer à peser sur la trajectoire économique d'un pays qu'il voit déraper. Le lendemain matin, une voiture officielle s'arrête devant chez lui, la portière s'ouvre. Il prend une inspiration, jette un dernier regard vers Loudun, puis s'assoit à l'arrière. Tandis que la voiture file vers Paris, vers Matignon, vers la lumière crue des photographes, il sait qu'il vient de changer une nouvelle fois de dimension. Le garagiste qui avait mis 6 ans pour prouver qu'il pouvait gérer une petite ville va maintenant devoir convaincre, en un temps infiniment plus court, qu'il peut aider à piloter l'économie d'une nation entière, et cette fois, ses rivaux ne lui laisseront pas la moindre marge d'erreur. Dans la voiture qui l'emmène de Loudun à Paris, les champs défilent comme une pellicule qui se craque. À mesure que la ligne d'horizon s'aplatit, une autre se dessine, celle des tours, des ministères, des caméras. René Monory regarde par la vitre, le regard perdu quelque part entre les deux mondes. Dans sa poche, un simple papier plié en 4, la liste des dossiers brûlants laissés par son prédécesseur, et cette phrase, répétée par la voix grave de Matignon quelques heures plus tôt, « Monsieur Monory, l'industrie française n'a plus le luxe d'attendre. Vous n'avez pas 100 jours, vous n'avez même pas 100 semaines. Vous avez quelques mois pour prouver que vous êtes utile. Après, le pays et vos concurrents vous jugeront. »
À peine la voiture franchit-elle la grille du ministère que le temps se resserre comme un étau. Sur le trottoir, les photographes se massent, les flashs explosent. Pour la première fois, l'ancien garagiste se retrouve aveuglé non par un projecteur de phare, mais par la lumière brutale des médias nationaux. On l'entend, au fond, un murmure ironique lancé par un journaliste à son voisin. Alors, on va voir si le garagiste sait réparer un pays en panne? Il serre les dents. Il sait que le vrai champ de bataille n'est pas là, sur ces marches où l'on sourit pour la forme, mais 3 étages plus haut, dans les couloirs tapissés de moquettes où circulent dossiers, chiffres et petites phrases assassines. Quand il entre pour la première fois dans son bureau de ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, il est frappé par le contraste. Un vaste espace, une vue dégagée sur Paris, une table de réunion immaculée. Mais, posée bien en vue, 3 piles de carton fermés. Dessus, 3 mots tracés au feutre noir par le cabinet. Urgent, très urgent et explosif. On commence par lui dérouler un tableau qui ressemble à un bilan de santé alarmant. Des usines qui ferment, des bassins industriels qui se vident, des salariés qui manifestent, des entrepreneurs qui parlent ouvertement de délocaliser. Dans certaines régions, on compte déjà les chômages partiels par milliers. Les chiffres s'abattent sur la table comme autant de coups de masse. Un conseiller conclut d'une voix surjouée de neutralité. « Monsieur le ministre, votre prédécesseur a ouvert des pistes, mais sans les assumer, on est à un tournant. Soit on stabilise, soit ça casse. » Et dans ce « ça casse », Monory entend surtout « soit vous stabilisez, soit c'est vous qui cassez ». Le plus urgent, ce sont quelques grands sites industriels au bord du gouffre. Des noms connus, inscrits dans l'imaginaire collectif comme des fiertés nationales, menacés de plans sociaux massifs. Les syndicats ont déjà prévu des grèves, les journaux ont préparé leurs unes, l'opposition politique aiguise ses arguments. On lui donne un délai, 3 mois, 3 mois pour éviter une vague de fermeture qui ferait de lui le ministre du chômage. 3 mois pour prouver qu'il est autre chose qu'un symbole provincial parachuté à Paris. Dans les premiers jours, Monory découvre le rythme épuisant de la machine gouvernementale. Le matin, réunion interministérielle à Matignon. L'après-midi, consultation avec les organisations patronales et syndicales. Le soir, navette avec Bercy pour savoir ce qu'on peut financer et comment. La nuit, il relit les dossiers, griffonne des colonnes de chiffres sur des feuilles blanches, comme autrefois sur le cahier du garage. Il demande des simulations, des projections, des comparaisons avec ce qui se fait à l'étranger. Les technos lui répondent parfois avec condescendance, dans un jargon qui masque plus qu'il n'éclaire. Mais il a une obsession, remettre la réalité au centre. Il refuse les courbes abstraites qui ne disent rien des ouvriers, des artisans, des commerçants qui, dans les villes moyennes et les campagnes, se débattent pour survivre. Un soir, il explose dans une salle de réunion où les conseillers parlent de restructuration nécessaire. « Messieurs, pour vous, ce sont des colonnes dans un rapport. Pour moi, ce sont des visages. Des gens que je connais par leur prénom. On ne va pas jouer avec leur vie comme avec des chiffres. Dès lors, il impose sa méthode. Avant chaque décision lourde, il veut voir le terrain. Il se rend incognito, ou presque, dans des usines en sursis. On le voit, casque sur la tête, marcher entre des machines à demi immobiles, écouter des ouvriers qui lui parlent sans détour. On a donné 30 ans de notre vie ici, on veut bien faire des efforts, mais on ne veut pas être les variables d'ajustement d'un mauvais calcul. Ces phrases-là, il les emporte le soir à Paris. Il les oppose au tableau de Bercy. Il entre rapidement en friction avec certains collègues du gouvernement, rompu au compromis feutré, mais peu enclin à se salir les mains sur le terrain. En face, un autre homme observe, jauge, attend le faux pas avec une froide détermination. Son prédécesseur direct au ministère, que nous appellerons Lambert. Lambert n'a pas quitté la scène. Il s'est recasé dans une grande institution économique, mais garde des relais puissants dans la presse et dans l'administration. Pour beaucoup de hauts fonctionnaires, c'était lui, l'héritier naturel de ce portefeuille, pas ce provincial autodidacte venu bousculer leur code. Très vite, une rivalité larvée s'installe. À chaque fois qu'un projet de Monory est évoqué, une note anonyme circule, pointant des risques, des approximations, des naïvetés. À chaque hésitation dans les couloirs de Bercy, on murmure «
Avec Lambert, au moins, on savait où on allait. Le duel n'est plus seulement local ou départemental, c'est un duel au cœur de l'appareil d'État. D'un côté, l'ancienne école, issue des mêmes grandes institutions, parlant le même langage codé. De l'autre, un homme qui parle cash, qui demande des explications simples à des problèmes complexes, qui exige qu'on lui traduise les acronymes, qu'on lui montre, noir sur blanc, l'impact de chaque mesure sur le terrain. Le temps joue contre lui. Il n'a que quelques mois pour imposer sa marque. Après, si les chiffres de l'emploi ne bougent pas, on l'accusera d'avoir été sympathique, mais dépassé. Alors, il frappe là où on ne l'attend pas. Sur l'artisanat, ce monde discret de petites entreprises parfois centenaires, qu'on regarde souvent comme un reliquat du passé, il propose au contraire d'y voir un terreau d'avenir, des dispositifs de prêts bonifiés, une simplification des démarches pour créer ou reprendre une entreprise, un discours public qui valorise enfin ses petits patrons, qu'on caricature trop vite. Les grandes centrales syndicales s'en irritent. Certains l'accusent de faire la politique des camionnettes. Il assume. Il sait que derrière chaque fourgon blanc, chaque atelier de menuiserie, chaque petite imprimerie, il y a un emploi qui ne partira pas à l'étranger. Dans l'industrie plus lourde, il se retrouve au milieu d'un champ de mines. Certains secteurs ne survivront pas sans une modernisation radicale. Plutôt que de subventionner indéfiniment des structures condamnées, il tente de concentrer les moyens sur les entreprises qui s'engagent sur un plan de transformation crédible. Investissement dans de nouvelles machines, formation des salariés, développement à l'international. Dans les couloirs, on le traite parfois de comptable sans vision. Il réplique, une fois en réunion de cabinet, « La vision, c'est de ne pas mentir aux gens. Les aider à se reconvertir vaut mieux que de leur promettre que l'on va sauver l'insauvable. » Ce franc-parler lui vaut autant de respect que d'inimitié féroce. Dans les médias, les portraits se multiplient. On raconte son enfance sans bac, son garage, Loudun. On le présente comme l'anti-technocrate, parfois avec admiration, parfois avec ironie. Lambert, lui, alimente discrètement un autre récit, celui d'un bricoleur honnête mais dépassé par l'ampleur des enjeux internationaux. Il sait que la prochaine étape du jeu politique se jouera précisément sur ce terrain, l'ouverture croissante de la France à la concurrence mondiale, l'intégration européenne, la pression des marchés financiers. Dans ce contexte, un dossier va servir de test grandeur nature, la renaissance d'un site industriel emblématique à quelques centaines de kilomètres de Loudun. Une ancienne grande fonderie, fière bannière de la sidérurgie française, agonise depuis des années. Des plans de sauvetage ont déjà été annoncés, oubliés, reniés. Les ouvriers n'y croient plus. Les élus locaux se contentent de discours éplorés. Et pourtant, des repreneurs potentiels existent, à l'étranger notamment, prêts à investir si l'État accepte de partager le risque. Pour Monory, c'est la synthèse de tout son combat. Associer capital privé et puissance publique sans mensonge sur les comptes, mais sans lâcher un bassin entier à la misère. Pour Lambert, c'est l'occasion rêvée de démontrer que ce ministre garagiste n'a pas l'épaisseur requise. Dans certains dîners parisiens, on parie déjà sur son échec, on se rassure. Sur des dossiers aussi complexes, le politique n'a plus vraiment de prise, tout se décide ailleurs. Lui, au contraire, est convaincu que la politique peut encore orienter les choses, si elle accepte de descendre au niveau des détails concrets. Les négociations s'étirent sur des semaines. Les investisseurs étrangers veulent des garanties fiscales, des aides à l'investissement, une trêve sociale. Les syndicats exigent le maintien de la quasi-totalité des emplois. Bercy hurle à chaque fois qu'un nouveau chiffrage arrive sur la table. Le temps, encore une fois, est compté. La trésorerie de la fonderie permettra tout au plus de tenir quelques mois. Au-delà, ce sera la liquidation. Les journaux locaux titrent déjà sur le compte à rebours avant la fermeture. Un soir, aux premières heures du matin, dans une salle de réunion presque vide, alors que les visages sont tirés, les voix rauques, Monory tranche. Il propose un montage financier inédit, mélange d'aides publiques conditionnées, de prise de participation minoritaire de l'État et d'un engagement écrit des repreneurs sur un plan de modernisation précis. Lambert, consulté officieusement, fulmine. Il juge le dispositif aventureux, pronostique un fiasco, mais au Conseil des ministres, la mesure passe.
Le Premier ministre, qui sent qu'il serait risqué politiquement de laisser mourir ce symbole, donne son feu vert. Les mois qui suivent sont un laboratoire. On guette le moindre signe de reprise. On compte les postes réellement maintenus, les investissements effectivement réalisés. Au début, le scepticisme domine, puis, lentement, les chiffres remontent. La production redémarre, même au ralenti. Certains ouvriers, autrefois désespérés, acceptent de se former à de nouvelles techniques. La une d'un grand quotidien économique résume, un matin, la surprise générale. Contre toute attente, la fonderie renaît. Le pari Monory. Ce succès partiel, car tout n'est pas sauvé, loin de là, change la donne. Il crédibilise l'idée qu'un nom énarque, attaché à la rigueur des comptes et à la proximité avec le terrain, peut piloter des opérations complexes à l'échelle nationale. Les regards changent, y compris dans certains services de Bercy. Les mêmes qui se moquaient de ces questions naïves commencent à lui reconnaître une redoutable capacité à trier l'essentiel de l'accessoire. Mais le temps gouvernemental ne pardonne pas. Tandis que ce dossier se stabilise, d'autres surgissent. Crise sectorielle, conflits sociaux, faillites soudaines, négociations commerciales européennes. Et en coulisses, Lambert n'a pas renoncé. Il s'adapte. Plutôt que de s'opposer frontalement, il s'emploie à distiller un autre poison. L'idée que Monory serait certes habile sur le court terme, mais dépourvu de vision stratégique à long terme. Dans des notes savamment relayées, il accuse le ministre d'être obsédé par l'équilibre budgétaire au détriment d'une vraie politique d'innovation. Cette attaque touche un nerf à vif, car si Monory s'est forgé une réputation de gardien des comptes, il sait qu'un pays ne se contente pas de gérer ses dettes. Il doit préparer son futur. Et ce futur, pour lui, a un visage précis. Celui de ses petits-enfants et de tous les jeunes qu'il voit déboussolés dans les lycées. Les centres de formation, les petites villes qui n'offrent plus de perspectives, la question le hante. Comment éviter qu'ils soient demain les ouvriers licenciés d'industries dépassées, les chômeurs des mutations numériques qu'on n'aura pas anticipées? C'est là qu'une idée, longtemps mûrie dans les couloirs du Conseil général de la Vienne, commence à prendre une toute autre ampleur. Dans son département, il a initié des projets audacieux autour des technologies de pointe, de l'image, de l'audiovisuel, misant sur l'attrait des nouvelles formes de loisirs et d'éducation. On se moquait parfois de lui du côté des vieux notables, encore les lubies futuristes du garagiste. Pourtant, ces lubies commencent à attirer des ingénieurs, des créatifs, des entreprises nouvelles sur un territoire qu'on disait condamné à la lente agonie rurale. Un soir, devant la carte de la Vienne affichée dans son bureau ministériel, il a une intuition brutale. Si ce qui marche dans un département considéré comme périphérique pouvait inspirer une stratégie à l'échelle nationale, miser sur la diffusion des technologies de l'information, sur la démocratisation de l'accès au savoir, sur une alliance nouvelle entre économie, culture et éducation. En somme, préparer les Français à un monde où la matière première la plus décisive ne sera plus le charbon ni l'acier, mais la connaissance. Cependant, il n'est pas encore ministre de l'Éducation, pas encore président du Sénat. Ce sont d'autres actes de sa vie. Pour l'heure, à Bercy, cette vision heurte de plein fouet l'orthodoxie de ses rivaux. Lambert hausse les épaules en découvrant ses notes sur l'économie de la connaissance. On dirait un prospectus de parc d'attractions. Ce n'est pas sérieux à l'échelle d'un État, mais Monory, fort de son expérience de terrain, sait à quel point le lien entre économie et formation est vital. À mesure qu'il forge sa réputation à Paris, il continue dans l'ombre d'expérimenter dans la Vienne. Il téléphone aux équipes du département, surveille de près les chantiers qu'il y a lancés, corrige un plan de financement, accélère. Une procédure d'appel d'offres, on le surnomme parfois le ministre à deux vies, partagé entre ses responsabilités nationales et son laboratoire local. Cette double vie devient bientôt un atout et un danger. Un atout parce qu'elle lui permet de parler, dans les réunions interministérielles, avec une légitimité rare. Il sait ce que coûte. Réellement, pour un département, une réforme décidée à Paris. Il peut dire, chiffres à l'appui, ce que signifie pour un collège rural l'augmentation d'un poste ou la suppression d'une subvention. Un danger, parce que ses adversaires y voient la marque d'une ambition plus large. Dans certains couloirs, on murmure, il se sert du ministère comme tremplin pour faire de son département un fief
et de son département un tremplin pour peser sur Paris. À ce moment-là, pourtant, il n'a pas le temps de se rêver en quelconque baron. Le calendrier politique s'accélère, des élections approchent. La majorité dont il fait partie est fragilisée. Chaque dossier sensible, chaque conflit social, chaque statistique du chômage peut faire basculer l'opinion. Les couloirs du ministère bruissent de rumeurs de remaniement. Certains s'y préparent comme on prépare un déménagement. D'autres, comme Lambert, rêvent déjà d'un retour par la grande porte. Monory, lui, continue d'avancer dossier par dossier, comme on remonte un moteur pièce par pièce, sans certitude sur l'issue. La veille d'une importante décision gouvernementale sur la politique industrielle, son directeur de cabinet ose la question que beaucoup se posent sans la formuler. « Monsieur le ministre, si demain ça s'arrête, vous regretterez d'avoir quitté Loudun. » Il fixe un instant la fenêtre, où les lumières de Paris scintillent comme une constellation instable. « Non, répond-il après un silence, je regretterais seulement de ne pas avoir été au bout de ce que je crois juste. Le reste se joue toujours à quelques voix, à quelques mois, à quelques décisions près. Depuis la salle de conseil du ministère jusqu'aux arcs dorés du Sénat, depuis les chaînes de montage jusqu'aux bancs feutrés des palais nationaux, le fil reste le même. Le temps qui manque, les concurrents qui guettent, le pays qu'il faut, coûte que coûte, empêcher de caler. Et derrière la bataille des chiffres, une conviction qui ne le quittera plus, sans une révolution silencieuse dans l'éducation, sans une démocratisation radicale de l'accès au savoir, tous les plans industriels du monde ne seront que des réparations provisoires, sur une machine condamnée à retomber en panne. Dans cette tension permanente entre l'urgence économique et la promesse d'un avenir autrement préparé, une nouvelle étape se dessine déjà, à l'horizon. Une étape où les adversaires ne s'appelleront plus seulement Lambert ou les hauts fonctionnaires de Bercy, mais aussi les gardiens, jaloux d'un système scolaire figé, les partisans d'un savoir réservé à une élite. Et là encore, le compte à rebours sera implacable. Quelques années à peine pour ouvrir des portes qui sont restées closes pendant des siècles. Quelques années pour prouver qu'un garagiste de Loudun peut, après avoir tenté de réparer l'économie, oser s'attaquer au moteur le plus complexe de la nation, l'école de la République elle-même. Un homme qui n'a jamais passé le baccalauréat se retrouve un matin à la tête de l'école de la République, puis quelques années plus tard, au sommet du Sénat, deuxième personnage de l'État. Dans son bureau tapissé de velours rouge, sous la coupole, on lui remet le même trousseau de clés symboliques que l'on a confié, jadis, à d'anciens professeurs, d'anciens avocats, d'anciens hauts fonctionnaires. Lui les regarde en silence et pense à une autre clé, plus lourde, plus graisseuse, celle du garage de Loudun qu'il tourne entre ses doigts depuis sa jeunesse, deux clés pour une même vie. Deux mondes qui, en France, ne se rencontrent presque jamais, sauf quand, par un hasard obstiné, ils prennent le visage de René Monory. Son entrée rue de Grenelle, en 1986, a des allures d'erreur de casting pour une partie du pays, ministre de l'Éducation nationale. Le titre résonne avec solennité dans les journaux télévisés. Les caméras filment les grilles, les professeurs, les élèves qui sortent en riant. Une voix off rappelle, presque avec gourmandise, René Monory, garagiste devenu ministre, se voit confier aujourd'hui le destin de 15 millions d'élèves, alors qu'il n'a lui-même jamais obtenu le baccalauréat. Dans certaines salles des professeurs, on pouffe. Dans les cénacles parisiens, on devient plus cruel. Demain, on nomme un chirurgien sans diplôme à la Pitié-Salpêtrière. En coulisses, Lambert sourit. Battu sur le terrain économique, il voit revenir l'occasion de reprendre l'avantage. De son nouveau poste dans un grand institut d'études, il distille déjà des analyses sévères. L'école a besoin de pédagogues, pas de comptables. Dès les premières heures, le compteur tourne. La cohabitation qui a amené la droite à Matignon a une durée connue. 2 ans, peut-être moins. 2 années, c'est le temps d'un cursus universitaire avorté, le temps entre 2 élections, le temps qu'il lui reste, à lui, pour tenter ce qui le hante depuis ses visites d'usines en déclin. Empêcher que l'école fabrique les chômeurs de demain, il sait que les résistances seront féroces. Il sait aussi que, passé ce délai, d'autres reprendront la main, effaçant ces mesures à coups de circulaires. Il commence par ce que les autres négligent, regarder l'école avec les yeux de ceux qui y entrent en tremblant ou qui en sortent sans diplôme.
Il exige des chiffres détaillés sur l'échec scolaire, sur les sorties sans qualification, sur les filières professionnelles reléguées au bas de l'échelle. On lui met sous le nez des tableaux sophistiqués, des sigles, des moyennes nationales qui l'exaspèrent vite. « Ce que je veux, ce n'est pas la moyenne », tranche-t-il. « C'est la liste des gamins qu'on perd. Donnez-moi les chiffres bruts. Combien quittent le système sans rien? Ou pourquoi ?» Les conseillers pédagogiques, habitués à des ministres plus dociles, se raidissent. Certains le jugent brutal, simpliste, mais, comme au temps de l'industrie, il impose sa méthode. Avant de signer un décret, il veut voir les visages. On le voit, 2 semaines à peine après sa nomination, pousser la porte d'un lycée professionnel de banlieue. Pas de journaliste cette fois, seulement quelques photos floues prises par des élèves. Il marche dans un couloir qui sent la peinture et le métal chauffé, s'arrête devant un atelier de carrosserie, le bruit des marteaux lui rappelle la tôle frappée de son garage. Les élèves, blouse bleue, le dévisagent. L'un d'eux ose « Monsieur le ministre, c'est vrai que vous n'avez pas le bac ?» Il sourit un peu gêné mais ne fuit pas. « C'est vrai, et c'est justement pour ça que je suis là, pour que vous ayez plus de choix que moi. » Dans cette phrase, tout son programme se résume. Revaloriser les filières techniques, ouvrir des passerelles, faire comprendre que l'intelligence ne se résume pas à des dissertations sur Rousseau. Rapidement, les premières annonces tombent. Renforcement de l'enseignement technologique, encouragement au partenariat entre lycées professionnels et entreprises locales, développement de stages, d'alternance. Les mots orientation, insertion, monde économique font irruption dans les textes officiels. Lambert se déchaîne dans une tribune assassine. L'école n'est pas un garage où l'on ajuste les boulons du marché du travail. En la livrant aux impératifs économiques, René Monory l'a trahi. Le ton est méprisant, presque personnel. On y décèle des rancœurs anciennes. Mais l'attaque porte. Une partie du corps enseignant voit dans ces réformes la mainmise du libéralisme sur la salle de classe. Les journées deviennent des marathons. Matin, réunion avec les syndicats d'enseignants, parfois électriques. Après-midi, arbitrage budgétaire où il lui faut arracher quelques millions pour les lycées professionnels face à des collègues qui défendent leurs propres prérogatives. Soir, trajet en TGV vers Poitiers ou Loudun pour surveiller l'autre chantier de sa vie, ces terrains nus aux abords de Poitiers, où l'on érige, jour et nuit, des structures étranges, toutes en métal et en verre. Un parc de l'image, des technologies, des écrans géants. Un mot circule dans son entourage, futuroscope. Là encore, le temps le poursuit. Le pari est insensé. Transformer un département rural en vitrine high-tech, attirer des chercheurs, des créateurs, des familles entières en quête de découverte. Les banques, au départ, froncent les sourcils. Les services de l'État redoutent une aberration budgétaire. Lambert, toujours lui, se permet une saillie lors d'un colloque économique. On ne fait pas décoller un territoire avec des films en relief. La Vienne ferait mieux de payer ses routes? Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il a tout fait, en sous-main, pour décourager certains partenaires nationaux de suivre Monory dans cette aventure. À Poitiers, le chantier avance pourtant. On coule du béton sous la pluie d'hiver, on installe des câbles, on teste des projections qui saccadent sur des dômes encore inachevés. Quand il arrive sur place, souvent tard le soir, Monory parcourt le site en manteau sombre, le vent du plateau qui gifle son visage. Les ingénieurs lui montrent des images tremblotantes, des maquettes futuristes. Il demande seulement « Combien de temps avant l'ouverture ?» La réponse tombe, implacable, quelques mois. Le département a engagé des sommes colossales. Si le parc fait un flop, c'est toute la Vienne qui coulera avec lui. Il a mis sa carrière, son nom, son territoire en gage. Et le compte à rebours s'affiche, invisible, au-dessus de chaque palissade. Au ministère, l'horloge tourne aussi. Des réformes sont adoptées, d'autres bloquées. Il réussit à améliorer les dispositifs d'orientation, à créer des passerelles pour les élèves en difficulté, à renforcer certains enseignements techniques, mais chaque avancée lui coûte des nuits blanches, des grèves, des éditos acides. On le traite de marchand d'école, de agent de l'entreprise. Quand, en 1988, la cohabitation prend fin, le verdict tombe. Il n'est plus ministre. Lambert, invité sur un plateau de télévision le soir même, lâche faussement magnanime. Il a été sincère, mais l'école ne se réforme pas avec des tableurs.
Dans le même temps, pourtant, les premiers visiteurs franchissent les portes du Futuroscope. Il aurait pu choisir de se retirer alors, de se contenter de présider son conseil général, de couver son parc flambant neuf comme « on surveille une machine fragile ». Mais il accepte une nouvelle bataille, le Sénat. Élu sénateur de la Vienne, il découvre la chambre haute comme un garage de luxe. Boiseries anciennes, sièges rouges sombres, horaires feutrés, tout semble fait pour décourager les tempéraments impatients. Mais lui n'a plus 20 ans, et il voit dans ce lieu un dernier levier pour défendre ce qui lui tient à cœur, les collectivités locales. La décentralisation, l'équilibre des finances publiques, l'égalité des chances. Lorsque son nom commence à circuler pour la présidence du Sénat, beaucoup ricanent. Un président sans bac au sommet de la Haute Assemblée. Dans certaines antichambres, on murmure « ce serait une première » et une erreur. Lambert, encore influent chez les notables de la majorité, travaille en coulisses pour promouvoir un autre candidat, plus classique, et plus rassurant pour les élites. Le duel, une fois encore, se joue dans l'ombre des couloirs. Des promesses s'échangent, des engagements se prennent. Le jour du vote, le suspense est total. Le dépouillement se fait à voix basse, sous la lumière blanche qui écrase les visages. Quand le résultat est proclamé, les chiffres claquent. René Monory est élu. À quelques voix près, le choc est immense chez ceux qui n'avaient imaginé sa trajectoire qu'en pointillé. Lui, une fois de plus, ne triomphe pas. Il serre quelques mains, remercie, puis s'installe au perchoir, ce fauteuil d'où il présidera les séances. De là, il domine l'hémicycle, observe les chevelures grises, les visages marqués par des décennies de vie politique. Il prend la parole avec sa diction simple, sans emphase. « Je n'oublie pas d'où je viens. Et je n'oublie pas que, dehors, des Français attendent que ce que nous faisons ici ait un sens pour eux. Certains l'écoutent avec un respect surpris, d'autres restent sceptiques. Mais une chose est sûre, le garagiste de Loudun est désormais le garant du bon fonctionnement de la Haute Assemblée. Ces années-là sont moins spectaculaires que les grandes réformes ministérielles, mais plus lourdes de conséquences qu'on ne le croit. Il doit tenir la barre dans une période de cohabitation, de tension entre exécutif et parlement, de débats sur l'Europe, sur la monnaie, sur les dépenses publiques. Il lui arrive de recadrer, poliment mais fermement, des tribuns trop exaltés. Il veille à ce que les lois soient examinées avec sérieux, notamment celles qui touchent aux collectivités locales et à l'éducation. Ces deux obsessions. Par petites touches, il ouvre le Sénat. Davantage de séances publiques, de transparence, une meilleure communication avec les citoyens et des visites régulières de classe. On le voit, un matin, accueillir des lycéens de la Vienne dans les couloirs dorés du palais du Luxembourg. Vous voyez, leur dit, il n'y a pas de porte fermée pour toujours. Il y a seulement des portes qu'on n'ose pas pousser. Pendant ce temps, à Poitiers, le Futuroscope déjoue tous les pronostics. Les premières années ont été tendues, les bilans financiers scrutés avec angoisse, mais très vite, les chiffres parlent. Des milliers, puis des millions de visiteurs. Des hôtels s'installent, des restaurants ouvrent, des entreprises de l'image et du numérique s'implantent. Les jeunes de la région, qui se voyaient autrefois condamnés à partir pour monter à Paris, trouvent du travail sur place. Dans les statistiques, la Vienne cesse d'être ce département rural en déclin. Elle devient un cas d'école de reconversion réussie. Lambert, contraint par les faits, réévalue son jugement en privé. Il faut l'admettre, sur ce coup-là, il a eu du nez, mais jamais il ne le dira publiquement. À mesure que les années passent, la silhouette de René Monory se voûte un peu. Les marches du Sénat sont plus difficiles à gravir, ses allers-retours à Loudun se font plus rares, mais il tient à garder ses habitudes. On le voit encore, certains dimanches, entrer dans un café du centre-ville, saluer d'un signe de tête, s'asseoir à une table près de la fenêtre, les clients chuchotent. C'est lui regarde la rue, les voitures, les façades qu'il connaît par cœur. Il sait que le temps lui est désormais compté, non plus en mandat, mais en années de vie. En 1988, il quitte la présidence du Sénat, laissant la place à un autre. En 2004, il renonce à son mandat de sénateur et à la présidence du Conseil général de la Vienne. Il ne veut pas s'accrocher. Il déteste l'idée de finir en fantôme accroché à un fauteuil. À ceux qui cherchent à le convaincre de continuer, il répond « On ne fait pas de bonne politique en regardant le rétro ». Pourtant, il ne disparaît pas.
On le croise encore au Futuroscope, marchant doucement entre deux attractions, s'arrêtant pour regarder les enfants hystériques qui sortent d'un simulateur de vol, le visage rouge, les yeux brillants. À côté d'eux, des grands-parents, parfois, le reconnaissent. « Tu vois », chuchote l'un d'eux à son petit-fils, « c'est le monsieur qui a fait construire tout ça. » Monori secoue la tête, presque gêné. « Ce n'est pas moi, ce sont des équipes, » dit-il. Mais il sait, au fond, que sans son entêtement, ces champs seraient restés des champs. Les dernières années sont marquées par la fatigue, des ennuis de santé discrets. Il ne fait plus la une des journaux. Les caméras se sont tournées vers d'autres visages, d'autres crises, d'autres scandales. Parfois, au détour d'un reportage sur le Futuroscope ou sur la Vienne, une image d'archive réapparaît. Un homme en costume sobre, lunettes sur le nez, serrant des mains lors d'une inauguration. Peu de jeunes mettent un nom sur ce visage, mais les responsables locaux, eux, ils savent d'où vient la route qui mène à ce rond-point, où s'alignent hôtels et restaurants, et ils savent qui, un jour, a osé dire « On va faire venir le futur ici ». Le 11 avril 2009, la nouvelle tombe. René Monori est mort à l'âge de 85 ans. À Loudun, c'est un choc intime. Dans les garages, les commerces, les maisons de village, on éteint un instant la radio pour écouter l'annonce. À Paris, des dépêches s'enchaînent, rappelant son parcours de autodidacte, de fils de garagiste devenu président du Sénat. Au Sénat, justement, les sénateurs se lèvent, observent une minute de silence. Sous la coupole, on entend seulement le froissement des tissus. À Poitiers, au Futuroscope, un drapeau tricolore flotte en berne. Et Lambert, l'adversaire de toujours, l'ombre technocratique qu'il a combattu pendant des décennies? Il est lui aussi un vieil homme désormais, à la retraite. Consulté parfois pour des conférences, on raconte qu'en apprenant la mort de Monori, il aurait murmuré, devant un petit comité, « Il n'a jamais parlé comme nous, mais il a parlé pour des gens que nous ne voyons plus. » C'est peut-être le plus bel hommage qu'il pouvait lui rendre. L'héritage de René Monori ne se résume pas à des dates, à des titres, à des noms de lois. Il se mesure dans des trajectoires individuelles, dans ces artisans qui ont pu emprunter pour moderniser leur atelier et embaucher un apprenti, dans ces collégiens d'autrefois qui, grâce à une orientation mieux guidée, ont trouvé leur place dans un lycée professionnel plutôt que de décrocher, dans ces milliers d'emplois créés par un parc d'attractions pas comme les autres, où l'on sort d'un film en relief un peu plus curieux du monde qu'en y entrant. Dans cette idée, surtout, que la France n'est pas condamnée à être dirigée seulement par des diplômés des mêmes écoles. Aujourd'hui, quand le soleil se couche sur les parkings du Futuroscope, que les familles regagnent leurs voitures, que les écrans géants s'éteignent un à un, il arrive qu'un vieux mécanicien de Loudun, en rangeant ses outils, pense à lui. Il entend encore sa voix, posée mais ferme, disant qu'on ne ment pas aux gens, qu'on ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas, qu'on n'abandonne pas une région parce qu'elle ne brille pas sur une carte. Dans le silence du soir, le cliquetis des clés de garage ressemble à un dernier écho de cette vie passée à ouvrir des portes. Celles, c'est des moteurs en panne, celles des usines menacées, celles des écoles trop fermées, celles d'un Sénat trop éloigné. Le temps, cet ennemi qui l'a poursuivi toute sa carrière, a fini par l'emporter, comme il emporte tout le monde, mais il a laissé derrière lui des marques visibles, palpables, autant que des empreintes invisibles dans les esprits. Un enfant qui lève la tête vers le dôme d'une salle de projection et se dit, sans le savoir, que le futur peut aussi commencer dans un coin de campagne. Un lycéen professionnel qui ne s'excuse plus de son parcours, un élu local qui ose un projet jugé déraisonnable, parce qu'un jour, un garagiste de Loudun a prouvé qu'en France, le destin n'est pas réservé à ceux qui naissent du bon côté du bureau,